Devant ces deux écoles à Marseille, là où s'est encastrée la voiture de la victime, il ne reste plus de traces du drame, juste l'émotion, la colère et l'effroi. Comme pour cette mère de famille traumatisée, venue emmener sa fille à l'école ce matin. Ça fait tellement peur pour les parents, pour les enfants. Ma fille, elle a peur. Elle n'a pas dormi le soir. Elle m'a dit, maman, tu me accompagnes à l'école, j'ai peur. Même constat pour ce coordinateur. Il travaille au sein de ce collège, en première ligne ce jour-là. Moi, je pense surtout aux élèves de l'école primaire, aux élèves du collège qui sont traumatisés, c'est vachement anxiogène ce climat, quoi. Car l'onde de choc est immense après la mort de Nessim Ramdan, 36 ans, victime collatérale d'un règlement de compte. Ce footballeur amateur et chauffeur VTC a été abattu vendredi à Marseille, au volant de son véhicule, par un tueur de 14 ans recruté sur les réseaux sociaux. Un mode opératoire qui interroge dans le quartier comme ailleurs, tout comme l'âge du tireur. Moi, ce qui me choque, c'est comment un enfant, un gamin de 14 ans peut avoir une arme qui peut tuer, quoi. C'est dramatique. C'est en pleine ville en plus, en plein centre-ville. Peut-être que c'est des jeunes qui sont manipulés aussi, tout simplement. Ou alors attirés par l'argent facile. La victime, père de 3 enfants, était totalement étrangère au milieu de la drogue. Ce boulanger travaille à quelques mètres du lieu du drame. Il s'inquiète pour sa sécurité. Maintenant, tout le monde est peut-être une cible potentielle. Il ne suffit plus d'être mêlé au trafic pour prendre une balle perdue ou que sais-je. Le tueur de 14 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Et pour en parler, je suis avec Noémie Schulz en plateau avec moi. Bonjour Noémie, vous êtes journaliste au service police-justice à France Info Télé. Merci d'être avec nous. Et nous sommes en duplex avec Bruno Bartocchetti. Bonjour. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud d'Unité. Merci d'être avec nous sur France Info. Et puis Driss Haït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Merci à vous deux d'être avec nous. Peut-être première question, comment expliquer que des jeunes de 14 ans se retrouvent dans de tels trafics? Peut-être, Noémie, vous pouvez nous apporter une première réponse. On a vu ces dernières années une évolution du narcotrafic et c'est notamment vraiment spectaculaire à Marseille. L'année dernière, d'ailleurs, des magistrats avaient tiré la sonnette d'alarme devant les sénateurs dans le cadre d'une commission d'enquête sur le narcotrafic en France et étaient venus s'inquiéter de l'état et de la situation à Marseille avec un système pyramidal, avec en haut de cette pyramide du trafic de drogue des individus qui, depuis l'étranger, vont gérer à distance le trafic de drogue et en récolter les fruits. C'est vraiment des délinquants du haut du spectre. Et puis tout en bas de cette échelle, vous avez ce qu'on appelle les guetteurs, les choufs, ceux qui épaulent aussi les jobbers. Et là, eh bien, on fait appel, ces personnes vont faire appel à des jeunes de plus en plus jeunes, 14, 15 ans, qui pour quelques centaines d'euros par jour vont effectivement participer à ce trafic de drogue et qui maintenant n'hésitent pas. Là, on a vu un jeune de 15 ans recruté via les réseaux sociaux pour 2000 euros pour aller... C'est ce jeune qui a été tué. Lui avait été recruté pour aller faire une action d'intimidation. Il devait aller mettre le feu à une porte et en quelque sorte passer un message au camp d'en face. Et lui a été tué, 50 coups de couteau, brûlé vif. Et pour venger sa mort, eh bien, depuis sa prison, un trafiquant de drogue va embaucher un autre jeune, lui promettre 50 000 euros pour aller tuer quelqu'un pour venger la mort de ce jeune de 15 ans. Et effectivement, c'est vraiment frappant. C'est le fait on fait appel à des jeunes de plus en plus tôt et qui n'ont donc aucune notion, qui ne semblent n'avoir aucune notion du bien et du mal, de la valeur d'une vie humaine, puisqu'on voit que ce jeune de 14 ans va tirer une balle dans la tête du chauffeur de VTC. Bruno Bartocchetti, vous le constatez, vous, au quotidien, ce très jeune âge de ces nouveaux membres des trafics et de ces tueurs à gages, entre guillemets? Oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord se rappeler qu'il y a encore une quinzaine d'années, même moins, on tirait la sonnette d'alarme en disant attention, on a des jeunes, de plus en plus jeunes, des mineurs qui sont aspirés dans des réseaux de stupéfiants. Alors, c'était inquiétant. Hein, il y a une quinzaine d'années, c'était inquiétant. Aujourd'hui, vous avez 60 à 70% de jeunes mineurs qui sont dans ces réseaux de stupéfiants.
soit comme simple guetteur, soit comme dealer, et puis aussi maintenant de plus en plus jeunes, des gamins de 14 ans qui sont, comme ça a été dit, sans aucun repère. Hein. Aucun repère. Ce jeune de 14 ans, ses parents sont en prison, déscolarisés dès l'âge de 7-8 ans, désociabilisés. Le seul repère qu'ils ont, c'est l'argent facile, rapidement. Et aucune émotion, on est capable de tuer, on est capable de mourir sans savoir finalement jusqu'où on va. L'espérance de vie chez ces voyous, c'est 25 ans à peu près. Et ce qui est surtout aujourd'hui à retenir au-delà de cette jeunesse, c'est que même dans un film, même au cinéma, on n'aurait pas eu l'idée de mettre en connexion un homme de 23 ans incarcéré qui par téléphone commandite un meurtre, a fait appel à un jeune de 14 ans qui, ce dernier, se déplace, va à Marseille, dans un quartier sensible, capable de tuer une personne innocente. Vous imaginez ce que ça représente? Et surtout ce qu'on est en train de faire, de constater dans notre société, malgré, j'insiste bien, malgré le travail de mes collègues, parce qu'il y a quand même des résultats, eh bien, on peut, dans les réseaux sociaux, on peut de sa prison, bien envoyer dans ces quartiers des gamins de 14 ans, ça devient de la chair à canon. Et ils sont inspirés dans ce système-là comme dans le même processus que de la prostitution. On les oblige presque pour certains et ils n'ont pas le choix. Et ils n'ont pas d'autres repères. Ils sont perdus. Moi, je vous dis, il y a une partie, parce que une grande partie de la jeunesse qui sont dans des milieux modestes ne finissent pas voyous. Mais il y a une partie qui sont déjà perdus. Il va falloir travailler, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il va falloir travailler maintenant sur la génération à venir. Et là, on attend beaucoup peut-être de notre gouvernement, pas seulement de notre ministre de l'Intérieur qui explique qu'elle a peur de changer de camp. On l'entend tous les ans, on entend la même chose. Non, il faut maintenant qu'il y ait des états généraux de la sécurité. Il faut qu'on se remonte les manches, les systèmes éducatifs, l'enseignement, la justice, la police. Il va falloir quand même travailler ensemble, mais d'une manière beaucoup plus sérieuse, avec une vraie politique sécuritaire. Alors, je vais vous donner la parole, Driss Ait Youssef, vous êtes en duplex avec nous, mais juste, je voudrais quand même vous rappeler, si vous nous regardez, qu'il y a un QR code qui s'affiche à votre écran. Vous pouvez le scanner, aller sur la plateforme de France Info et nous envoyer toutes vos questions. Myriam Bounafa va nous rejoindre d'ici 10 minutes pour les relayer auprès de nos experts qui y répondront sur cette thématique. Voilà, vous voyez la question qui s'affiche à votre écran. Drogue, l'État impuissant. Driss Ait Youssef, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, que peut faire l'État vis-à-vis de cette situation en termes de sécurité? D'abord, moi, je partage totalement ce que vient de dire le responsable syndical Bruno Bartosiati. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui que nous n'ayons pas anticipé ou prévu. C'est-à-dire que ça fait des années que nous, spécialistes des questions de sécurité, qui avons fait beaucoup de terrain, qui travaillons à la fois avec les collectivités et les services justice-police, nous constatons un rajeunissement de la délinquance. On se souvient d'ailleurs, on évoquait finalement il y a encore quelques années le fait que des gamins, donc de plus en plus jeunes, étaient des guetteurs, ils sont ensuite passés de guetteurs à dealers, et puis aujourd'hui de dealers à charcleurs. Donc on assiste, comme le dit l'autorité judiciaire, à une espèce de rajeunissement avec en prime une espèce de déshumanisation, un manque d'empathie, un manque d'humanité de ces individus. Et on constate d'ailleurs une accélération de ces événements post-confinement Covid, où on a des milliers de jeunes en France qui ont soit quitté le système scolaire, soit quitté le système scolaire, et en quittant le système scolaire, qui ne sont jamais retournés à l'école et qui se sont abreuvés, on peut le dire franchement, à la fois de films ultra-violents et de jeux vidéo ultra-violents, dans lesquels effectivement on est dans un rapport très virtuel à la violence. Et c'est aujourd'hui ce qui se produit. Après, quand vous dites effectivement l'État, pas que l'État, c'est-à-dire que si on considère, et ça a été l'erreur de tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, et on peut le dire avec d'autant de rage qu'on leur a expliqué que la police et la gendarmerie, à elles seules, ne pouvaient pas régler la question de la délinquance en France, et que c'était des politiques publiques convergentes dans lesquelles on met de la prévention, de la sécurité et de la répression. La prévention, c'est quoi? Avec les collectivités qui ont la charge et les départements planning familial, des activités à la fois sur les questions éducatives, sur les questions de prévention, sur les questions de prévention de la délinquance.
On voit bien que les collectivités ne sont pas ou peu associées, y compris avec les élus locaux. On voit bien que l'éducation nationale n'a pas de moyens. On voit bien que la prison, si vous prenez les Baumettes, c'est une prison qui est surchargée. Alors on a créé les Baumettes 2, puisqu'on a fermé les Baumettes qui étaient vraiment immondes, qui étaient vraiment indignes pour accueillir des détenus, qui ne préparaient même pas à leur réinsertion. Aujourd'hui, on a les Baumettes 2, mais on constate quoi? Que les détenus, ils peuvent faire leur trafic, gérer leur trafic comme bon leur semble, y compris commanditer des assassinats depuis la prison. Dans quelques instants, justement. Oui. On a une vraie problématique, y compris de l'administration pénitentiaire qui manque cruellement de moyens. Je pense que c'est une convergence de politique publique. Et effectivement, les ministres de l'Intérieur qui évoquent sans cesse que la peur va changer de camp, que vous allez voir, avec moi, ça va filer droit, ce n'est pas la vérité. Ça ne correspond à aucune réalité. Noémie Schulz, quelques chiffres qui sont très parlants sur cette... En 2023, c'est des chiffres qui avaient notamment été donnés par le procureur de la République de Marseille, le président du tribunal judiciaire. En 2023, 60% des jeunes impliqués dans des... alors, on ne parle plus de règlement de compte, on parle maintenant de narcomicide, notamment, et ont moins de 21 ans, avaient moins de 21 ans. La moyenne d'âge, était de 21 ans, tous avec des antécédents judiciaires, qui étaient passés à l'acte une ou plusieurs fois. Et vraiment, ce qu'avaient souligné les professionnels, policiers, magistrats, c'est que c'est une nouvelle forme de réseau criminel avec des jeunes qui ne connaissent pas leurs victimes, qui tuent uniquement par un intérêt pécuniaire, c'est uniquement l'appât du gain qui va les motiver, et qui sont employés par les commanditaires, on l'a dit tout à l'heure, le haut de la pyramide, pour commettre les actes les plus graves. Ça permet aux commanditaires de diminuer les risques pour eux, puisque si ces jeunes-là se font tuer ou sont arrêtés, c'est pas grave, ça passe par pertes et profits, c'est le risque à payer. Et donc il y a vraiment un sujet autour de ces jeunes, alors qu'on va chercher parfois au-delà même de Marseille, parce qu'à Marseille, certains savent quel sera le prix à payer s'ils se font arrêter. Et donc, on recrute soit partout en France, on va les faire venir, on va leur payer les déplacements, leur payer l'hébergement. Et puis, on voit aussi beaucoup de mineurs étrangers, mineurs isolés, qui vont être recrutés pour ces basses besognes contre quelques centaines d'euros. Alors, Driss Aït Youssef, vous en parliez il y a quelques minutes. Et justement, on y vient, puisque cette affaire met en lumière une nouvelle fois l'organisation de ce trafic à l'intérieur même des prisons. Le commanditaire et son téléphone qui prépare ces opérations. On se souvient notamment de l'évasion de Mohamed Amra. Je vous propose qu'on revienne sur tout ça avec ce reportage de Juliette Poissonnier et Sophie Broyer, et on en parle juste après. Le commanditaire de l'exécution à Marseille. Mais aussi Mohamed Amra, l'évadé le plus recherché de France. Dis-lui que je vais envoyer quelqu'un chez lui, il va lui arracher les cheveux et mettre le feu à son gosse. Des figures du grand banditisme qui, grâce à leur téléphone, organisent depuis leur cellule, parfois en direct, des actions criminelles. En tout l'an dernier, 53 000 téléphones ont été saisis en prison. Des appareils utiles au quotidien selon ce détenu, joint par téléphone il y a quelques mois. Ouais, ça dépend des personnes, ça peut être important d'avoir un téléphone si t'as des affaires d'or à gérer des points de deal, on peut tout gérer. Des téléphones pourtant interdits. Comment sont-ils introduits? Cette riveraine de la prison de la Santé à Paris assiste régulièrement à des livraisons. Ça, c'est le vis-à-vis qu'on a. Vous voyez, là, on voit beaucoup d'échanges de portables ou autres. Et donc, on pense en fait qu'il y a pas mal de portables qui rentrent dans la prison. À l'entrée de l'immeuble voisin, sur ces images de vidéosurveillance, des individus préparent discrètement des paquets. Ils lancent ensuite leurs colis par-dessus les murs. Les détenus n'ont plus qu'à les ramasser ou à les récupérer à l'aide de draps depuis leur cellule. Autre technique, la livraison de téléphones par drone. Mais le plus souvent, l'échange de matériel se fait au parloir, parfois grâce à des surveillants complices. Ces deux agents en poste depuis plus de 15 ans en ont été les témoins à plusieurs reprises. J'ai assisté à une sonnerie où c'est une surveillante qui met un coup de pied dans une paire de chaussettes en direction d'un détenu, qui ramasse et qui met dans son sac parloir la paire de chaussettes avec le téléphone à l'intérieur. Il peut l'avoir scotché sur lui et il passe sous le portier, ce sera ni visible ni ça s'entendra. Il y a encore plein d'établissements où il n'y a pas de caméra sur les coursives. Rien n'est prouvable après. Mais la plupart des agents tentent plutôt d'intercepter les téléphones. Une tâche quasi impossible selon ce représentant syndical. On lutte, mais en l'état actuel des choses, c'est impossible de lutter efficacement contre ce système. Ça impliquerait des fouilles quotidiennes de l'ensemble des cellules, des fouilles générales. C'est impossible, c'est ingérable.
La meilleure parade reste d'empêcher les communications. Depuis 6 ans, certaines prisons s'équipent en brouilleurs comme celui-ci. 30 millions d'euros budgétés en 2023. Mais leur efficacité reste pour le moment limitée. Bruno Bartocchetti, que faire? On vient de l'entendre dans ce reportage, les fouilles quotidiennes et générales, c'est impossible, les brouilleurs sont pas toujours efficaces. Que faire? Eh bien, c'est se donner beaucoup plus de moyens pour être efficace. Là, le représentant syndical expliquait qu'il faudrait une fouille générale tous les jours. Alors, ça paraît évidemment très difficile, mais ça peut être beaucoup plus fréquent et c'est histoire de donner des moyens. Est-ce qu'on n'achète pas non plus la paix sociale finalement en laissant ces téléphones portables circuler dans les prisons? En tout cas, ça m'interroge. Vous comprenez? Il y a aussi, on va dire, le côté positif, c'est de pouvoir justement remonter parfois des filières et mieux capter ce qui peut se passer. Mais enfin, très sincèrement, c'est vrai que pour ceux qui prennent 1 an, 2 ans de prison avec un téléphone portable, avec la possibilité de fumer du cannabis, bah, c'est le prix à payer quand on a été dealer et lorsque finalement on a empoisonné la vie de beaucoup de gamins et lorsqu'on a pris beaucoup d'argent. Alors que faire? Je vous dis bien, c'est chaque fois, c'est est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui en France de lutter efficacement contre ce fléau? Non, parce que la justice n'a pas assez de moyens pour travailler. Non, parce que les policiers n'ont pas assez de moyens de travailler. Non, parce que les enseignants, en tout cas les éducateurs sportifs ou les éducateurs sociaux n'ont pas assez de moyens pour fonctionner. Et voilà où on en est aujourd'hui. J'insiste vraiment, si on ne prend pas aujourd'hui la pleine mesure de ce que nous vivons dans notre pays, on va se retrouver comme au Mexique. Alors là, je peux Alors on a visiblement un souci de connexion. Driss Ait Youssef, peut-être une réaction au reportage qu'on vient de voir et ce qui vient d'être dit. Est-ce que ces téléphones, c'est une paix sociale, comme le suggère peut-être Bruno Bartocchetti, ou peut-être aussi un moyen d'écouter et d'avoir des informations? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Oui, pour moi, la paix sociale, c'est pas tant le téléphone, mais c'est le cannabis qui rentre en prison. Tout le monde sait qu'il y a du cannabis en prison et ça permet d'une certaine manière de détendre les détenus. C'est-à-dire que le cannabis, ça se sent. Donc voilà, donc ça c'est aussi une certaine manière parce que vous avez un certain nombre de détenus qui n'ont rien à faire en prison, qui sont atteints de troubles psychologiques ou psychiatriques. Le problème de la prison aujourd'hui, c'est que vous avez un taux de surpopulation carcérale qui dépasse quelquefois 130%, on est même à 150% si on regarde des prisons à Luynes ou Beaumet 2 qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Donc oui, je pense qu'il faut faire un rattrapage qui est un rattrapage extrêmement important sur le plan financier et ensuite le rapport sénatorial qui préconise effectivement de lutter efficacement contre le narcotrafic prévoit effectivement des régimes carcérales extrêmement durs pour les trafiquants. Il faut les mettre effectivement dans des régimes où ils ne pourront pas travailler, ils seront extrêmement bien fouillés, etc. Et par ailleurs, encore une fois, il faut que la prison, ce soit, quand je dis une exception, à la fois, il faut que la prison prépare l'individu, le détenu, à sa réinsertion. C'est-à-dire qu'une prison qui ne prépare pas un détenu à sa réinsertion et qui organise des sorties sèches, c'est assurément la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de la récidive. Et ce qui pose le problème en France, c'est le phénomène de la récidive. On a un taux de récidive qui est anormalement élevé, beaucoup plus élevé que nos voisins européens. Donc c'est aussi contre la récidive. Mais pour lutter efficacement contre la récidive, il faut doter ce qu'on appelle le service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est le service qui va préparer les détenus à avoir un projet de vie, un projet professionnel. Il faut leur donner des moyens. Si on ne leur donne pas de moyens, ça ne pourra pas fonctionner. Noémie Schulz. Sur cette question du téléphone portable en prison qui interpelle, on se dit mais comment c'est possible que des détenus aient un téléphone portable avec eux? Les autorités puissent commanditer des assassinats à distance. Là on voit que ce détenu de 23 ans a commandité 2 actions à distance depuis la prison de Luynes où il était incarcéré. Quand on pose la question aux autorités, on a un peu le sentiment que c'est comme vider l'océan à la petite cuillère parce que les portables rentrent de plein de manières différentes. Il y a effectivement des projections, on l'a vu dans le reportage, les portables qui sont jetés par-dessus les grilles. Vous avez parfois par les familles, vous avez la question des drones. Il y a aussi, et c'est un vrai sujet, et le procureur de la République de Marseille l'avait dit l'année dernière face aux sénateurs, le problème de la corruption des agents pénitentiaires. Il avait dit la bataille contre la corruption de basse intensité est perdue dans l'administration pénitentiaire. Ça veut dire qu'il y a aussi des surveillants qui, parce qu'ils sont mal payés, vont accepter de faire rentrer des téléphones
contre une rémunération. Alors, on pose aussi la question et on sait qu'on ne peut pas fouiller systématiquement tous les détenus après notamment un passage en cours en promenade, parce que depuis 2009, c'est interdit de fouiller systématiquement tous les détenus. Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas des brouilleurs partout? Ça, c'est une autre question. Ça coûte extrêmement cher. Donc, Éric Dupond-Moretti avait annoncé, et ça, c'était après l'évasion de Mohamed Amra, quand la question s'était posée, puisqu'on sait que Mohamed Amra a eu des téléphones en prison. On en a saisi jusqu'à 9 des portables dans la cellule de Mohamed Amra, mais donc à chaque fois, ça veut dire qu'il arrivait à s'en procurer un nouveau. Ça coûte extrêmement cher de doter les prisons de brouilleurs, et vous avez dans certains cas des difficultés. La prison de la Santé, qui est au cœur de Paris, vous avez des habitations tout autour, et donc dans certains endroits de la prison, si vous mettez des brouilleurs, eh bien ça empêche les habitants, les Parisiens, de pouvoir se servir de leur téléphone portable. Donc vous avez cette difficulté-là qui donne l'impression que cette question du téléphone portable sera extrêmement compliquée à régler. Bruno Bartocchetti, je ne sais pas si la connexion est rétablie. Oui. C'est bon pour moi, ouais. Je suis désolé. Non, je vous en prie. On l'a vu, hein, le premier déplacement du ministre de la Justice, du garde des Sceaux Didier Migaud, était dans une prison justement. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent évoluer avec ce nouveau gouvernement ? Vous me posez une question bien difficile, parce que des gouvernements, j'en ai vu beaucoup se succéder, et la priorité du gouvernement aujourd'hui, alors je ne dis pas que les sujets évoqués par le gouvernement ne sont pas sérieux et ne sont pas sensibles, mais je considère qu'on ne met pas assez en avant aujourd'hui justement tout ce qui est sécuritaire. Et lorsqu'on parle puis c'est trop tôt à mon sens pour en tirer des conclusions, lorsqu'on parle effectivement de réinsertion, c'est un vrai sujet. Ça vient d'être dit. Mais c'est un vrai sujet parce qu'on a affaire à beaucoup de récidivistes, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le milieu carcéral, je considère qu'on est un petit peu dépassé, et je ne risque pas de pointer du doigt les gardiens de prison, parce que je n'envie pas du tout leur métier, c'est très, très difficile pour eux, la pression qui s'exerce sur eux est énorme, donc c'est vrai qu'encore une fois, il va falloir se donner des moyens. Je crois que ce qui est dangereux en plus, c'est de mettre des jeunes en prison qui côtoient, même s'il y a des efforts qui ont été consentis, qui côtoient finalement d'autres personnes qui sont habituées à finalement faire des allers-retours en prison. Vous savez, il y a un sujet, à mon sens, aussi important sur la peine. Il n'y a pas que la peine, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas que la sanction pour repousser ce phénomène, ce fléau de stupéfiants en France. Mais lorsque vous braquez une banque, ce qui est rare maintenant, mais lorsqu'il y a un braquage à main armée, c'est les assises, et on prend un minimum 12 ans de prison, parfois pour un butin qui est pas très élevé. Lorsqu'on est dans le trafic de stupéfiants, je vous garantis que pour arriver jusqu'à 12 ans de prison, il faut en faire. En principe, c'est entre 3 et 5 ans. Avec la remise de peine, c'est le prix à payer. Et pourtant, on aura tué des millions de personnes dans ce trafic mondial. Donc, je pense que ça manque de juges pour les assises, ça manque de juges spécialisés. Et surtout, quand on a affaire à de dangereux criminels, on doit les adapter dans des prisons et les isoler. Et vraiment les isoler de notre société. Il n'y a que la longueur de prison pour cela qui vont peut-être les calmer, parce que quand on ressort 2 ans après, on est encore dans le circuit. Vous restez avec nous parce que vous le savez, hein, il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous nous avez envoyé vos questions. Myriam Bounafa nous a rejoint en plateau pour les relayer à nos invités. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Le QR code est là. Drogue, l'État impuissant. Vous nous posez toutes vos questions. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Vous prenez votre téléphone portable, vous visez le QR code que vous voyez à l'antenne avec l'appareil photo du téléphone. Un lien s'affiche et vos questions apparaissent sur cette tablette. Merci à nos invités, nos amis, nos invités à distance de se prêter à l'exercice, à nos journalistes sur le terrain. Vous le disiez à l'instant, c'est une question qui revient beaucoup. Utilise-t-on des brouilleurs efficaces dans les prisons? Pourquoi ne brouille-t-on pas les téléphones portables? Vous expliquez tout à l'heure un petit peu la difficulté. Rachid, sur cette question des téléphones portables, vous demande comment l'administration pénitentiaire ne peut-elle pas borner les téléphones portables au sein des établissements et les éradiquer, les identifier pour pouvoir ensuite s'en débarrasser? Alors, borner les téléphones, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais effectivement, cette difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de téléphones qui circulent. Vous avez régulièrement des fouilles de cellules avec des surveillants qui vont rentrer dans une cellule. Alors, les cadres des fouilles des cellules sont assez encadrés, mais il y a des fouilles très régulières. Et il y a beaucoup de téléphones portables qui sont saisis. Les chiffres sont très impressionnants, mais vous en avez encore plus qui rentrent en détention. C'est la difficulté. Et effectivement, ce qui semblerait être la solution, à savoir les brouilleurs,
il y a un vrai sujet autour des moyens, qui de toute façon, c'est le sujet qui revient le plus dans cette question sur comment lutter contre le narcotrafic. C'est un manque de moyens à tous les niveaux. Vous avez un problème aussi de surpopulation carcérale. Comme vous savez qu'au Beaumet, on a un taux de surpopulation de plus de 180%. Comment voulez-vous que les surveillants pénitentiaires, que je ne voulais absolument pas stigmatiser en parlant tout à l'heure de la corruption, mais c'est une réalité pour quelques cas d'entre eux, sont totalement sous l'eau et donc ne peuvent pas tous les jours s'assurer que les détenus n'ont pas de téléphone portable sur eux. Donc c'est une vraie difficulté. Driss Ait Youssef, vous êtes avec nous. Rachid qui propose de borner les téléphones portables au sein des établissements. Que vous évoque cette question de notre téléspectateur? L'administration pénitentiaire, elle sait faire mieux que ça, borner. C'est-à-dire que je rappelle qu'il y a aussi un service qui s'appelle un service de renseignement de l'administration pénitentiaire qui a pénétré le premier cercle et qui procède à ce qu'on appelle des interceptions électroniques. Voilà. Donc, par exemple, Mohamed Amra, il a été écouté pendant très longtemps. Il y a de la documentation sur lui, son organisation. Donc oui, à défaut de pouvoir brouiller, parce que brouiller, c'est aussi pour les agents de l'administration pénitentiaire qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone et les riverains, c'est aussi la possibilité de les capter. Donc un intérêt aussi peut-être pour le renseignement français, c'est ce que vous dites, entre écouter et brouiller. Peut-on réinsérer, nous dit Nicolas, les jeunes délinquants avec des sortes de services d'intérêt général dans les collectivités? Des jeunes dans ma tablette, pour certains téléspectateurs, qui sont abandonnés. Bruno Bartosetti, peut-être? Oui, alors, bien sûr qu'on doit pouvoir, mais déjà, il va falloir aussi les prendre en charge dans ces prisons. Puisque, juste pour compléter, nos téléspectateurs comme Françoise qui nous dit « Ces jeunes ne sont-ils pas délaissés par la société? Ils sont donc valorisés par les trafiquants ». Je crois que Bruno Bartosetti, vous êtes revenu. Je suis revenu. Voilà. Oui, comment les réinsérer? C'est sûr que ça demande encore une fois beaucoup de travail, mais ça a été dit. Surtout ne pas les placer, bien sûr, avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus âgées, beaucoup plus habitués, et bien sûr pour les réinsérer ça demande beaucoup de moyens. Mais enfin, j'ai envie de vous dire également que voilà, on doit les mettre dans des prisons adaptées, et c'est sûr que c'est compliqué pour ces jeunes de les réinsérer, mais on doit se donner les moyens. On doit réinsérer, on doit aussi protéger la famille. Moi, vous savez, contrairement à ce qu'on dit, on doit sanctionner la famille. Lorsqu'une famille a 5 enfants, il n'y a qu'un seul délinquant, on ne va pas les sanctionner tous ensemble. Donc il va falloir aussi entourer la famille pour entourer ces enfants qui commencent à être perdus pour la société. Après, vous en avez certains, je ne voudrais pas assombrer le tableau, mais vous en avez quand même une minorité. Le mal est tellement profond que c'est quand même assez difficile. Hein. Pour ce jeune de 14 ans, par exemple, je pense que le travail va être compliqué pour le réinsérer dans notre société. Et c'est vrai que pour cela, dès le premier âge, dès le premier délit, dès la première sanction, il faut qu'elle soit immédiate. Pas forcément très longue, mais immédiate. Ce n'est pas normal qu'on parte sur des procédures et des convocations en justice qui vont durer des mois et des mois, parfois plusieurs années. Non. Ce jeune se sent forcément impuni, il a de bonnes raisons de le penser. Donc ça doit être immédiat, l'effet doit être immédiat, la sanction doit être immédiate, pas forcément très longue, mais aussi un encadrement immédiat de ce jeune, de la famille, dès le premier délit, dès la première condamnation. L'âge de ces mineurs interpelle forcément nos téléspectateurs. Où sont les parents de ces enfants de 14 ans? Quelle éducation ont-ils reçue? Il faudrait responsabiliser les parents. Ça, c'est un thème qui revient beaucoup sur la tablette ce soir. Par le biais, nous propose Mickaël, de suppression ou de réduction d'aide, ou même pénalement, peine d'intérêt général, obligation de suivi de stage ou de formation. Il y a deux choses. D'abord, y a-t-il un profil de ces jeunes de 14 ans qui surprennent nos téléspectateurs? Bruno Bartosetti, Driss Ait Youssef ou Noémie Schulz, à vous de... Moi, Bruno Bartosetti, je crois que vous vouliez réagir. Oui, très rapidement, parce que je ne veux pas être le seul à m'exprimer là-dessus. Sur cette réponse, responsabiliser les parents. Vous avez des parents qui sont déjà dans un échec total. Donc, les responsabiliser comment? On les conduit en prison avec leurs enfants, leur supprime leurs allocations. Franchement, à mon sens, c'est pas le sujet. J'insiste sur le fait que vous avez des gamins qui sont perdus et avec des frères et sœurs qui, eux, font tout pour justement s'en sortir. Alors, du coup, on va pénaliser, comme je disais
l'instant toute la famille. Donc je crois qu'on doit justement aider la famille. Après, il y a au cas par cas, vous avez parfois des parents qui sont finalement complices de leurs enfants, bien évidemment. Mais on doit faire au cas par cas. On doit regarder quelle est la situation dans laquelle vit le gamin délinquant. On ne peut pas systématiquement dire l'enfant est délinquant, on supprime les allocations aux parents, on va les responsabiliser. C'est très difficile dans ces quartiers de pouvoir justement vivre avec un seuil de pauvreté qui est très bas et avec parfois 4-5 enfants, avec un seul délinquant parmi eux. Il faut réfléchir, je crois, à tout ça d'une manière beaucoup plus adaptée en fonction des situations. Sur la sécurisation des prisons, encore une question, celle de Traoré. Pourquoi ne pas mettre des caméras de surveillance surveillées 24 heures sur 24 par des agents pour éviter toute livraison clandestine dans les prisons? C'est plus efficace que les drones, demande-t-il. Il y a bien sûr des caméras. Par exemple, j'avais posé la question à un directeur de prison il y a quelques mois. Quand il y a des projections parfois de l'extérieur, vous allez avoir un colis qui tombe dans la cour de promenade, plein de détenus qui vont se mettre autour de ce colis. Et donc, on ne sait pas, au final, qui l'a récupéré. On ne peut pas fouiller tous les détenus. Encore une fois, il faut vous imaginer, ils sont des centaines, plusieurs fois par jour en cours de promenade, ils retournent en cellule. Il y a un moment une impossibilité. Oui, dans un monde idéal, on surveillerait tout et rien ne pourrait passer. On se rend compte que c'est très compliqué d'empêcher ces intrusions depuis l'extérieur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des téléphones portables et pas seulement qui rentrent en détention. Loris qui vous demande, les réseaux du trafic de drogue ne sont-ils pas devenus la voiture-balai du marché du travail qui n'offre plus aucune perspective pour cette jeunesse défavorisée? Driss Saïd Youssef, peut-être? Moi, ce que je constate, c'est que, en fait, encore une fois, la principale difficulté, c'est que je pense qu'il y a du décrochage scolaire et du décrochage scolaire qui est important dans notre pays. Le décrochage scolaire, c'est l'antichambre de la délinquance pour moi et je n'ai pas arrêté de le répéter. Donc maintenant, effectivement, si on veut lutter efficacement contre cette perspective, effectivement, qui est sans avenir du trafic de stupéfiants, il faut impérativement mettre les moyens dans l'éducation. Et je pense que si on prend Marseille comme exemple, vous avez des écoles qui sont délabrées, vous avez un manque criant de professeurs et que par conséquent, vous avez des gamins qui ne vont plus à l'école. Et quand les gamins ne vont plus à l'école, ils restent en bas de la cité. Et quand ils sont en bas de la cité, ils commencent à faire des guetteurs. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de responsabiliser certains parents, mais quand quelquefois vous avez des parents qui sont défaillants, comme les parents d'un des gamins mis en cause, qui sont les deux en prison, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc les collectivités ou l'État doivent pouvoir se substituer. Encore une fois, quand on parle de prévention, il faut intervenir en amont. La police aujourd'hui, c'est une police de l'urgence. Elle ne réglera pas les problèmes de société, les maux de cette société. Elle ne le fera pas. Et tous les ministres de l'Intérieur, encore une fois, qui pensent mettre à la charge des policiers et des gendarmes cette mission qui est une mission impossible, qui est de stopper le trafic de stupéfiants ou la délinquance d'une manière générale dans notre pays, il n'y arrivera pas. Alors forcément, c'est un vieux loup de mer, mais quand on pose ces questions-là de trafic de drogue et de ses conséquences, beaucoup sur ma tablette vous pose la question de la légalisation du cannabis. Est-ce qu'elle pourrait résoudre une partie des problèmes que nous vivons aujourd'hui? Bruno Bartocchetti, cette question-là, elle sera toujours éludée du débat de société ou est-ce que, comme Nicolas, ça peut être une question qu'il faut mettre sur la table? Oui, c'est une question qu'on peut mettre sur la table, mais vous avez des pays comme les Philippines où ils sont revenus sur la légalisation. Il faut faire attention lorsqu'on parle de légaliser à quelle hauteur du THC on va mettre le cannabis. Si on le va en pharmacie, vous avez aujourd'hui en vente libre des cigarettes. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de contrebande de cigarettes. Il y aura toujours plus nocif, moins cher. Et puis les dealers n'iront pas pointer au chômage. Ils vont continuer à travailler de manière différente. Je pense qu'il faut rester très prudent. Et je crois surtout qu'avant de légaliser, on doit éduquer. Et ça a été dit. Et je salue Driss Saïd Youssef sur ce qu'il développe en matière de prévention, d'éducation. Et je pense aussi aux consommateurs. Aujourd'hui, le constat, il est où? Malgré nos résultats, malgré le travail de la police, qui sont des résultats probants. Mais il est où aujourd'hui? Lorsqu'on fait le constat, on a toujours autant de consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'éducation dans les écoles, par exemple, pour expliquer ce qu'on prend quand on fume un pétard? Il y a 40 ans, on disait, c'est pas grave de fumer un pétard. On voit le résultat aujourd'hui. Est-ce qu'on sait ce qu'on prend dans le nez quand on se fait un rail de cocaïne, alors qu'elle est coupée avec de la farine, avec de l'ammoniac? Est-ce qu'on éduque nos enfants suffisamment là-dessus? Alors je ne dis pas qu'on arrêterait, qu'on stopperait le trafic de stupéfiants, mais ce serait déjà un premier socle de travail avant de partir sur la...
La connexion a été coupée, ce n'est pas de notre fait. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous. Merci Driss Ait Youssef. Merci Noémie Schulz d'avoir apporté votre éclairage sur le plateau cet après-midi. Et merci beaucoup Myriam Bounafa d'avoir relayé les nombreuses questions de nos téléspectateurs sur France Info.